Bayern Munich, du Celtic et du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous croyez que les hommes de Weiler peuvent s'en sortir avec au moins une place européenne en Europa League? Mais je pense que la grande partie que notre entraîneur de l'époque, Sinibaldi, était parvenu à faire, c'était de mettre une équipe complémentaire les uns aux autres. Ça, c'était la priorité. Et aujourd'hui, Anderlecht, il n'y a pas ça. Et aujourd'hui, Anderlecht, il n'y a pas ça. Donc aujourd'hui, Anderlecht va terminer dernier? Je ne dis pas qu'ils vont terminer dernier, mais quand je vois encore le dernier match, il y a une heure où on ne voit rien. Et puis, tu as une demi-heure où ils jouent beaucoup plus haut et plus collectif et plus court. Ça ne va pas suffire face au Bayern Munich. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est tous les jours qu'il faut s'entraîner là-dessus? Est-ce que ce n'est pas tous les jours qu'il faut revenir devant le tableau pour qu'ils comprennent? Parce que c'est malheureux. C'est malheureux de voir une bonne demi-heure et une heure où tu te dis, c'est plus Anderlecht ça. Saïd, on va terminer avec ça, mais je vois que vous avez envie de réagir sur les propos de Georges. Bien sûr, il est en train de dire une vérité, mais simplement, pour faire cette demi-heure, il faut qu'elle apporte le surnombre offensif. Ouais. Elle enlève un bac, comme avant, c'était Apia qui partait, maintenant c'est Najar, et rentrer Stanchou, et rentrer Arbaoui, et rentrer, changer Bruno, retirer Bruno, mettre Kipchou plus en forme. À ce moment-là, l'adversaire recule, et c'est la demi-heure où Anderlecht joue en grand champion dans les 16 mètres. Et techniquement, ils savent faire, puisque les passes viennent de Stanchou, Théodore Marc, et ça joue. Il y a une volonté d'aller vers l'avant. On a dit que ce milieu ne se projette pas. Ils sont trop isolés. Et puis, quand on décide de mettre le nombre et d'apporter des qualités offensives en nombre de partout, alors à ce moment-là, Anderlecht est bon. Saïd, je veux juste un pronostic. Et d'après vous, à quelle place va terminer Anderlecht dans ce groupe? Moi, je dis, c'est le match de Celtic. Et Celtic, je les ai vus cette semaine, ils savent conserver, ils font des 70 et 60% de possession de balle. Mais ils ont appris. Quelle place va terminer Anderlecht d'après vous? Troisième. Et face au Bayern, le score, le résultat d'après vous aussi? J'espère que c'est 2-0 pour le Bayern. Pour le Bayern, j'espère. Okay. Comme Yves, ça, mentalement, on va souligner. Quelle place va terminer Anderlecht? Et quel est le résultat d'après vous face au Bayern? Si Anderlecht domine la bataille du milieu, en sachant qu'il y a aussi des soucis au niveau du milieu au Bayern, peut-être un 2-1 pour le Bayern. Pour le Bayern. Et quelle place vous voyez terminer Anderlecht? Troisième. Georges, avec ou sans le cœur, est-ce que le résultat pour demain face au Bayern? J'ose espérer qu'il soit positif. Et je pense qu'ils ont tout à gagner, à jouer libéré, avec l'envie de faire quelque chose. Parce que maintenant, ils sont critiqués. Maintenant, on les mitraille dans tous les sens. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, demain, je leur mets le feu au derrière. Hein, c'est là il faut prouver. Gentiment dit. Hein, hein, et à prouver. Ils ont tout à prouver. Ils peuvent remettre leur image en ordre avec la qualité qu'ils ont quand même. Et faire oublier le début de championnat. Oui. Mais il faut qu'ils aient cette mentalité-là. Et il faut que l'entraîneur, que je connais un petit peu, ait cette faculté de les motiver à les mordre dans le Bayern. On peut vous envoyer au vestiaire, hein, Georges? Oh, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas du tout. Et d'après vous, quelle place va terminer Anderlecht dans ce groupe? Ben, j'espère troisième. Pas deuxième? Non. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Allez les amis, de toute manière, on va vous tenir informés des différents résultats de la Ligue des Champions. Je vous rappelle que le Bayern Munich accueille Anderlecht, c'est demain à 20h45 dans le groupe. Le Celtic reçoit aussi le Paris Saint-Germain et ça va être aussi un match assez compliqué. Alors les amis, on va revenir sur l'évolution donc du football de hier, donc il y a plus ou moins 50 ans, à aujourd'hui, ce football que nous voyons à la télé. Georges, d'après vous, quel est le premier fait qui marque le plus entre le football dont vous avez joué et le football que vous voyez aujourd'hui à la télé? La première chose, c'est déjà physiquement. Il faut savoir qu'à l'époque, les entraînements, c'était 4 fois dans la semaine, et puis c'était tout, il y avait le match. Et donc, 2 entraînements à la buvette. Oui, non, ça allait encore, ça c'était les supporters. Ça c'est les supporters. Hein? Donc oui, c'est un rythme qui était moins soutenu. Oui, moins soutenu, mais qu'est-ce qui a permis à Anderlecht de progresser? C'est-à-dire que on a eu tous des jeunes joueurs qui sont venus pratiquement au même moment. Il y avait 8 joueurs qui étaient tout jeunes et Anderlecht a commencé à mettre en place une tactique. Mais concernant le football à proprement dit, quel est le fait qui à vous choque le plus quand vous jouiez et aujourd'hui, quelle est la différence que vous voyez entre ces deux footballs qui sont aujourd'hui? On traîne. Vous savez, notre secteur défensif, on faisait des sprints à tous les entraînements au maximum de nos capacités après l'entraînement.
Parce qu'il faut, à partir du moment où tu as une récupération du ballon, tu dois progresser en proposant des choses. Mais tu dois les proposer, non pas en restant derrière, hein, en appelant les choses devant. Ouais. Et on avait ces qualités de joueurs-là. Quand tu avais un Wilfried Purst qui jouait à gauche, comme ailier gauche, il allait à 100 à l'heure. Donc, on avait des joueurs qui étaient mûrs pour tout ça et qui nous ont démontré que les dirigeants ont eu raison. Et surtout, Pierre Sinibaldi, il faut lui reconnaître, on a pris un entraîneur français parce qu'on disait toujours, oui, mais Anderlecht, c'est un petit peu la physionomie des Français. Ben, on a appris parce que c'était un gagneur, hein. C'était un Corse, hein. Et les Corses, ce ne sont pas les Français. Hein. Ils ne vont pas blaguer. Saïd, d'après vous, quel est aujourd'hui le point positif du football de l'époque par rapport au football d'aujourd'hui et quel est le négatif du football de l'époque par rapport à aujourd'hui? On a connu une évolution, une révolution, c'est-à-dire de les années 50 jusqu'aux années 90, c'était un football d'abord technique, parce que c'était les latinos, c'était le Brésil avec Pelé jusqu'aux années 70. Tout le monde regardait, presque le monde entier regardait le Brésil et les latinos. Et puis, donc les années 80, où c'était le football européen, où c'était l'Allemagne et nous-mêmes, demi-finalistes en Coupe du Monde, donc on s'est imposé, donc le football européen s'est imposé. Et puis les 90 avec l'arrivée de Arrigo Sacchi. C'est le monstre. C'est le sorcier. Et est-ce qu'on peut pas parler... Il a fait évoluer le ballon, mais il n'est pas reconnu. Vraiment, il n'est pas reconnu. Parce que c'est quelqu'un qui a fait une révolution dans le football. Le football est passé des moyens du jeu, c'est-à-dire la technique latino, au physique mental européen. Il est passé au jeu, à l'intelligence. Ouais. Et on est passé à la zone, la philosophie de la zone. Il a commencé à l'appliquer dans son équipe, qui est l'AC Milan, et en équipe nationale. Et à partir de là, de cette période-là, la zone, c'est le ballon et ce n'est plus donc l'adversaire. Donc dans la philosophie avant 90, c'était le marquage individuel strict. La tactique était réduite vraiment à sa plus simple expression. C'est-à-dire quand il disait tout à l'heure Jack, on lui disait ce qu'il fait. Chaque joueur, il avait son opposant direct. Il devait le prendre. Dès que la perte de balle, il devait le prendre. Dès on gagne le ballon, il faut se démarquer, il faut se tenir et il faut faire des appels. Voilà, ça s'est limité à ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous savez, on s'entraîne avec un drone, avec un GPS, on regarde le mouvement, on regarde l'interaction, on regarde aujourd'hui la coordination. C'est le comportement d'une ligne, le comportement d'un bloc. Et je vous disais tout à l'heure, c'est le jeu en bloc, avec donc les espaces sont très réduits, l'adversaire est près de vous, et un football de contact, comme on est en train de parler. Ça a changé du tout. L'intelligence collective est devenue maître roi aujourd'hui. Je veux aussi vous poser une question à vous tous, après Yves, on va revenir. Est-ce que d'après vous, l'Espagne n'a pas aussi apporté un plus au football? L'Espagne, avec ce football des petits gabarits, alors qu'à un certain moment, on essayait de recruter des gens costauds physiquement avant la technique, alors que l'Espagne l'a montré juste tactiquement et balle au pied, on sait faire la différence. Et alors aussi avec cette possession de balle, essayer de garder au maximum la possession de balle, alors qu'à un certain moment, on pouvait jouer avec des longs ballons et surtout jouer en contre-attaque. Georges, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une question que je pose. J'attends votre avis, Georges. L'Espagne a changé un petit peu sa philosophie en tenant compte des éléments qu'ils avaient. C'est déjà la première chose. Quand tu as des éléments qui vont à du 100 à l'heure, tu peux jouer avec une équipe qui va très vite. Mais si tu as une composante de joueurs qui étaient, ces Espagnols que j'ai connus, qui étaient techniquement au-dessus du lot, alors tu joues au football et tu construis à partir de derrière et tu construis et tu remontes très vite. Aujourd'hui, c'est vrai que ce soit maintenant l'équipe nationale d'Espagne, que ce soit un petit peu tous ces grands clubs qui font l'Espagne aujourd'hui, ils ont une faculté maintenant d'être toujours dans cet esprit, le plaisir, donner quelque chose au public. Le geste technique, tout ça fait partie un petit peu de leur conception du football. Mais c'est vrai de savoir qu'ils sont prêts aujourd'hui, avec la qualité de joueurs qu'ils ont, à être dans ces 3 ou 4 dernières équipes qui seront, que ce soit un championnat d'Europe ou un Coupe du Monde. Yves, c'est une question en fait dans l'évolution du football. Est-ce que à l'heure actuelle, les joueurs ne sont pas plus créatifs, alors qu'à l'époque, ils étaient plus instinctifs? Ça y est. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, ils ont compris que le football, sur 90 minutes de temps d'un match, le joueur est en contact avec le ballon que 2 minutes. Dans 88 minutes, il est sans ballon. Et le jeu sans ballon, le non-porteur a de l'importance. C'est lui qui oriente. Donc le Barça a compris qu'aujourd'hui, que le porteur du ballon, avant qu'il ait
donc le ballon, il faut que les solutions soient existantes. Deuxième chose, c'est jouer sur une petite distance. C'est pas la peine de jouer long ballon. Si vous dites le nombre de ballons aériens qu'a pris Iniesta, Xavi ou Messi dans leur vie, ils vont vous dire est-ce qu'il existe le ballon aérien? Ouais, mais ils jouent avec leur qualité. Mais ils posent, et aujourd'hui, n'est pas le. Aujourd'hui, pourtant, Messi a marqué un but de la tête contre Manchester United en finale. C'est très important. C'est très important ce que tu viens de dire, Jordi, en ce sens qu'aujourd'hui, la globalisation, elle existe. Quand les Allemands ont demandé à Guardiola de venir au Bayern, c'est pour s'inspirer des exercices, de la méthodologie, de la didactique et l'entraînement, comment faire l'entraînement. Quand ils l'ont déplacé en Angleterre, c'est un monsieur qui va venir aussi imprégner l'Angleterre de ses entraînements et tout le monde est en train de profiter. Donc cette globalisation. Pas spécialement. Aujourd'hui, quand on voit une équipe comme Las Palmas, elle domine dans la possession de balle, même bien sûr. Ce soit le Real Madrid ou le truc. Donc, quand on voit des petites équipes, ça n'existe pas. Et une équipe comme Las Palmas, dans ses 16 mètres, elle ne dégage jamais, elle sort par des petits. Mais avec Roquet qui sortait, donc le jeu au sol aujourd'hui est devenu quelque chose. Et ce que nous allons ce qui va nous surprendre, c'est de voir le Celtic. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, le Celtic joue encore, il y a un rush de long ballon, mais c'est un jeu au sol. Donc toute l'Europe aujourd'hui, l'espace est réduit, le jeu au sol et le temps qu'on a pour exécuter est de plus en plus court parce que l'adversaire est en surnombre autour de vous. Donc, et jouer dans un bloc, aujourd'hui on ne s'exprime que par un bloc. Demain vous allez voir le Bayern, quand ils vont perdre le ballon, ils vont descendre et mettre un bloc et attendre. Et laisser Anderlecht à elle de déplacer le bloc, de créer des espaces, des intervalles et essayer d'orienter le ballon vers le... Mais Anderlecht ne trouvera pas, parce qu'elle est disposée à jouer en arrière. Georges, parce qu'on va pas revenir sur le match d'Anderlecht. Georges, donc on parle de l'évolution du football. Il faut aussi bien sûr parler de l'évolution des médias. Est-ce que le football était aussi médiatisé qu'il y a 50 ans? Non, il y a 50 ans... Et est-ce que d'après vous, cette médiatisation a fait en sorte que voilà, aujourd'hui le football, tout va beaucoup plus vite, que ce soit au niveau des transferts, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau même du jeu qu'on peut voir sur un terrain. Mais on évolue dans la vie, hein. La vie est faite comme ça. Il y a 50 ans, on vivait d'une façon, maintenant on vit tout à fait autrement. On veut aller beaucoup trop vite maintenant. On prend plus le temps de la réflexion. Quelque part, moi j'ai le sentiment, quand je parle avec des gens, je dis mais c'est quoi ça? On est où là? On veut aller à du 200 à l'heure, alors qu'on n'est pas capable d'aller à du 100 à l'heure. Ouais. Donc, quelque part, il faut prendre le temps de les mettre dans leur tête, de les éduquer, de leur faire comprendre que la vie n'est pas faite. Donc, pour vous, aujourd'hui, le football se consomme trop rapidement? Oui. Yves, est-ce que tu as quelques chiffres sur l'évolution de ce sport? Oui, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les milliards qui sont déployés. Si on regarde le championnat anglais, en revenus 2015-2016, c'est 2 ans. En droit TV. Hein. Droit TV, on est à quasi 4 milliards passés. Et si on va en Espagne, avec la beauté qu'ils nous offrent, on est à du 2,7 en termes de milliards. Donc, l'air de rien, en effet, on a cette médiatisation qui est là, mais en toute honnêteté, c'est une médiatisation qui est consommée. Facebook, simple exemple, Georges, le responsable de Facebook souhaite acheter Tottenham. Est-ce que c'est bon pour le foot? Est-ce que c'est pas bon? C'est une question. Mais dans tous les cas, ça rendra le foot encore plus populaire. Ah oui. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après pour continuer à parler de l'évolution de ce sport qui est le football. On va revenir sur le jeu qui était adopté il y a 50 ans, le jeu qu'on adopte aujourd'hui. On en a déjà pas mal parlé, mais après aussi au niveau de l'influence qu'on peut retrouver, que ce soit au niveau des stades ou alors, comme l'a très bien dit Yves, au niveau des droits télé. Je vous dis à tout de suite sur le 106.8. N'oubliez pas les nouveaux sponsors qu'on a sur Arabelle FM avec l'application de Taxiver Split SPLYT. Vous pouvez bénéficier donc d'un pourcentage sur votre première course avec Arabelle 2017. Et alors Tuniser qui a rejoint aussi l'équipe. Je vous dis à tout de suite sur le 106.8. Le 106.8, il nous reste une petite demi-heure pour aborder donc l'évolution du football dans votre émission Foot Autrement. C'est tous les lundis de 18h à 20h. Alors Yves, tu as fait une petite analyse. Est-ce que tu peux nous partager? Et alors on demandera l'avis de Georges et Saïd ici autour de la table. Ce qui est assez intéressant entre le football d'antan et d'aujourd'hui, c'est la neuroscience. Cette étude des récurrences, que ce soit dans le comportement du joueur,
on voit des joueurs qui, avant un match, reçoivent des iPads et qui connaissent l'adversaire. Ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Comment est-ce que vous intégrez la neuroscience et cette réflexion du foot qui est beaucoup plus élaborée que dans le temps? Georges, par rapport à l'époque, si je reprends ce qui a été dit par Yves, donc à une époque, voilà, on pouvait analyser les adversaires avec les moyens de bord. Donc je suppose qu'on envoyait des scoutings, regarder les matchs voilà. Alors qu'aujourd'hui, voilà, avec une tablette, comme l'a très bien dit Yves, ou un iPod ou quoi que ce soit, pour pas citer de marque, on arrive à voir les meilleures occasions. Enfin, on arrive même à voir en résumé comment on joue. Est-ce que, d'après vous, Georges, cette évolution est bénéfique ou pas pour le football, ou alors est-ce qu'il risque d'y avoir des pertes? Non, je pense qu'elle est bénéfique. Il faut rester dans l'absolu, dans la progression que chaque chose dans la vie permet de faire. Donc l'évolution du football, elle a été, je dirais, il y a 50 ans, on a commencé à voir autrement. Mais vous pensez que ça vous aurait aidé, à vous, d'avoir des tablettes ou des smartphones pour pouvoir analyser vos adversaires? Je crois, oui, ça aurait été intéressant. Moi, je me rappelle, en tous les cas, que j'avais acheté une petite chose à taper, là, et après mes entraînements, je les mettais sur une feuille et je l'analysais, parce que je gardais ça. Moi, j'ai gardé des feuilles de toute ma vie, mais qui me permettaient de revenir en arrière en me disant, tiens, à ce moment-là, on était comme ça, et si je fais ça, je serai encore mieux. Donc, quelque part, les joueurs de notre temps, on était plus près des choses qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre parfois. Avant que Saïd réagisse, j'ai une question directe, Saïd. Est-ce que le football ne devient pas une science? Il est une science puisqu'il fait appel aux sciences. Aujourd'hui, les universités se sont intéressées parce que l'argent, il y a de l'argent. Aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Donc l'attrait aujourd'hui, ce n'est pas le sport, c'est l'industrie. Aujourd'hui, c'est les vêtements, c'est les chaussures. Aujourd'hui, c'est la nutrition. Aujourd'hui, c'est les médicaments. Aujourd'hui, c'est les applications d'analyse. Aujourd'hui, c'est les caméras. Aujourd'hui, c'est. Donc, mais nous sommes partis vers cette globalisation. Donc, aujourd'hui, on pense plus à combien va nous rapporter le football qu'à l'époque. Oui, mais vous savez pas où va au football d'abord. Nous allons vers un football de G14. Les 14 équipes européennes de très haut niveau qui vont faire un championnat de haut niveau et vendre cette Liga à 1 milliard de Chinois, 750 millions d'Indiens. Et c'est là qu'il y aura de l'argent. On va vers l'argent. Mais les clubs, ils seront en club, mais ils auront des fonds d'investissement qui vont mettre des joueurs à leur service. Donc on aura la mort de certains championnats. Mais non, il y aura. Ah, bien sûr, tu resteras petit, tu joues. Pour parler le langage aux grands, il faut. Pour jouer dans la cour des grands, il faut parler le langage des grands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on risque d'être éliminé. C'est grave ce que tu dis. Il y a beaucoup de nations ont disparu. La Hongrie a disparu. La Pologne a disparu. Il y a beaucoup de. La Roumanie a disparu. Mais c'est comme ça, c'est des disparitions de nations entières. Mais ça, pour prendre ce que vous dites, aujourd'hui, un club restera petit si il ne bénéficie pas de certains investisseurs comme le Paris, Manchester City, etc. bénéficient. D'abord, ils sont son comportement. C'est un comportement d'industriel. Mais pas de, moi je vous ai dit l'autre jour, ou bien une industrie, ou bien un concessionnaire qui fait des voitures d'occasion, qui achète et qui revend des voitures d'occasion. C'est terrible ce que je vous dis. Aujourd'hui, on a cassé le toit exprès. Aujourd'hui, avec les marchés aujourd'hui, pas un seul joueur peut appuyer une perte du Real ou une perte du Barça. Pourquoi? Pour les positionner le plus haut possible. Quand on voit ces équipes aujourd'hui acheter à 100 millions de bacs, c'est qu'ils se préparent pour la Liga. Ouais, pour la Liga. Georges, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce qu'a dit Saïd. Et alors après, Yves, on revient avec toi. Non, mais c'est complètement vrai parce que quelque part, quand on voit ce qui s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a grandi progressivement et on est arrivé à la limite de ce que représente la Belgique au niveau européen. Donc on a tenu. Donc pour vous, le championnat belge et les équipes qui sont en Belgique ne pourront pas aller plus haut qu'aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, non. Le problème, c'est qu'il parlait de neurosciences. Le football, il a changé. Il est passé d'un football d'instinct et d'improvisation du joueur qui avait le talent, la technique, le physique et le mental. Il est passé aujourd'hui au football d'intelligence, où la décision, où il joue juste. Hier, on avait un régulateur, un joueur entre les lignes, qui lui, il avait la vista. On parlait de la vista. Et il a été lui le régulateur et c'était lui l'orientateur. Aujourd'hui, ce sont les joueurs sans ballon qui orientent. Ça a changé aujourd'hui. C'est la responsabilité des joueurs devant. Quand on amène un
l'instant joue à Anderlecht. Il faut lui apporter un environnement devant lui pour qu'il puisse livrer. Si l'environnement est derrière lui, comment voulez-vous qu'il livre? Donc c'est cet esprit-là, cette vision neurosciences, lui et les autres, comment ils pensent, que c'est de la communication entre les joueurs. Georges. J'entends Pierre Sinibaldi. Ça, je l'entends. C'est exactement ce qui se passait à cette époque-là. Sinibaldi a appliqué tout ça. Hein, et on a eu pendant les années qu'il est resté chez nous, on a évolué comme ça, hein, progressivement. Ça, c'est Yves, la grande vérité. C'est des réactions qui sont très justes et on le voit en termes de chiffres. Dembélé, c'était quoi? Même pas 5 millions. Lequel Dembélé? Le français ou le belge? Le plus cher. Le plus cher. C'était 5 millions, il est passé à 150. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a amené cette créativité. On l'a vu au premier match, la créativité. Isco, sa clause, c'est 600. C'est au-delà de Neymar. Quelle est la différence? Quand tu discutes avec des professionnels, les professionnels te disent clairement, au niveau de son comportement sur le terrain, il a la capacité de t'offrir des solutions dans des angles ou dans des positions. Mais oui, mais presque Messi. Quand on prend Messi, c'est un bon à lui tout seul. Il est dans une situation de dribble de 3 joueurs, il le fait. Il est dans une situation de passe, il le fait. Dans une situation de tir, il fait. Dans une situation d'assist, il le fait. Donc c'est un joueur qui a toutes les qualités pour toutes les situations. Et il est multitâche. Quand vous prenez un autre joueur, il fait une chose, c'est d'attendre le ballon pour marquer de la tête. Bah qu'il attende alors. Georges, moi j'ai une question pour vous. Georges, j'ai une question pour vous. Est-ce que, on le sait, le football brasse énormément d'argent, que ce soit du côté de l'UEFA, de la FIFA, de la CAF, de toutes les fédérations de football qui existent. Est-ce que l'argent ne pourrait pas causer la mort du football? Non. Non, vous qui avez connu un football avec moins d'argent. Oui, je ne crois pas. Vous savez, mais ça sera quoi? De surenchérie, alors on va surenchérir à chaque fois? On va évoluer avec ça progressivement. L'argent, on va pas être arrêté, on va pas se déterminer dans des montants. Ça serait logique avec la réalité du jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est 100 €. Demain, ça sera 10 000 €. Et d'ailleurs, quand on voit déjà ce qui se passe maintenant avec des milliards... Donc ça veut dire que vous ne serez pas étonné de voir des joueurs qui se fassent transférer pour plus de 500 millions. Ah ouais, ça existe déjà maintenant. Et j'appuie ce que Georges dit, pour aller plus loin, regarde l'évolution du, entre guillemets, dirigeant de club d'année en année. Un aficionados, excuse-moi, un aficionados, puis c'est devenu quelqu'un qui avait des moyens, puis on est arrivé à des présidents qui avaient, entre guillemets, une entreprise familiale ou autre. À l'heure actuelle, on te parle du foot des milliardaires, peut-être que demain, ce sera le foot des entreprises. C'est une autre vision qui ont de le monde du foot aujourd'hui. C'est une université quand vous allez dans des entités aussi. Hein. Quand vous allez dans ici, nous sommes passés d'un football matériel, la technique, la maîtrise du ballon, le contrôle, la passe, le dribble. Donc le physique qu'on s'est développé et qu'on s'est quantifié, et le mental. On est passé dans quelque chose d'autre, de l'immatériel. Le joueur, c'est un immatériel. C'est un génie. C'est quelqu'un qui maîtrise quand il prend de l'information, 7, 8 variables. Des variables, pas des constantes. Donc aujourd'hui, Saïd, le joueur doit être polyvalent par rapport à une époque où il pouvait être que technique ou que physique. Aujourd'hui, c'est son intelligence, son adaptation à chaque situation de crise. Il doit avoir des réponses. Et c'est les problèmes posés par l'adversaire. Et votre joueur, collectivement avec les autres, il a des réponses. Et là, il devient un génie. Il faut payer. Mais les gens ont compris, les gens qui ont de l'argent maintenant, les fonds d'investissement, au lieu de mettre de l'argent dans le diamant, ils vont mettre dans des joueurs, aujourd'hui, qui a été transféré à 3 millions et qui va être vendu à 145. Qu'est-ce qu'il peut rapporter? Voilà, il travaille dans une banque d'investissement. Il peut vous dire, Yves, maintenant, ce qu'il dit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir, d'autant plus que la durée du produit est de 10 ans, pas plus. Il reste 10 ans. Mais sur les 10 ans, il va augmenter sa valeur boursière. Et c'est devenu aujourd'hui une valeur boursière. Mais les gens vont miser sur quoi? Non, pas sur les résultats. Et c'est pour ça que les Chinois, les Indiens, ils rentrent. Pourquoi les applications aujourd'hui, de maximum d'applications d'analyse? Mais on est passé vers l'immatériel. C'est l'immatériel qui compte, c'est pas le matériel. Aujourd'hui, l'intelligence des hommes, ce sera le demain. Donc, on doit apprendre à nos jeunes et dire le football de demain, c'est un football de l'intelligence, de l'immatériel, et préparer nos jeunes à former. Mais quand on a des éducateurs
qui font du travail toute la journée et qui vont entraîner des gosses et ils les entraînent aujourd'hui pour devenir simplement des techniciens ou bien des coureurs sur le marathon, ce n'est pas possible. On passe à côté. On va appeler un chat un chat. En 2005, j'ai vécu en Angleterre et si tu veux, notre devoir de stats, c'était des problèmes de foot. Et on te force, entre guillemets, en fin d'année, à faire de la modélisation de matchs de foot. Ça, c'était je te parle d'un truc, il y a 10 ans. À l'heure actuelle, si tu regardes, il y a quelques années encore, il y a une entreprise que je ne peux pas citer, mais qui gérait les données statistiques des matchs de foot de la Champions League. Cette boîte-là, c'est le leader mondial de tout ce qui est, on appelle data mining, l'analyse des données. Donc quand tu reçois ton enveloppe du Deleuze ou d'un autre magasin, comme par hasard avec ce que tu as acheté ou que tu aimes manger, il faut te mettre en tête que cette entreprise-là, elle était déjà dans le foot il y a 5-10 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Et donc, ce que Saïd dit, c'est très juste. Et comme le dit Georges, en fonction de ce que l'on recherche, il y aura des capitaux. Et les capitaux sont là. Alors, comme tu as cité Deleuze, on va devoir citer Carrefour ou autre, en effet, tout ces... Juste avant Saïd de réagir, j'aimerais bien, Georges, un avis. Est-ce que vous pensez, donc, avec le football qui était développé à votre époque, est-ce qu'aujourd'hui, un joueur comme Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo aurait pu performer dans un club n'importe lequel, tout simplement, mais avec le football qui était développé à l'époque? Oui, je pense. Oui, ça, je reste même persuadé. Et est-ce que des joueurs de votre époque auraient pu performer dans notre football d'aujourd'hui? Ça, il est convaincu que oui. Oui, parce qu'il y avait déjà des joueurs intelligents. Un de Grace, par exemple, c'est un génie. Moi, je vous dis, un de Grace qui s'adapte. Il a joué à Bruges, il est venu à Anderlecht, il est en équipe nationale. C'est quelqu'un qui faisait jouer les autres. Il bonifiait les autres. Donc, quelqu'un qui bonifie, il a l'intelligence. C'est qu'il intègre tous les paramètres de l'espace, du nombre, du marquage de l'adversaire, tout ça. Il faut gérer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le ballon et les buts. Il y a aussi l'adversaire, les partenaires, les distances. C'est très, très important. Les amis, moi je vous propose avant de réagir avec Yves, on va marquer peut-être une pause musicale. On va se retrouver d'ici quelques instants. Il y aura aussi la publicité. Donc restez bien avec nous sur le 106.8. N'oubliez pas l'application Taxiver avec Split, S-P-L-Y-T. Et alors avec Tunisair qui va bientôt nous rejoindre. On aura pas mal de choses à vous proposer. On va revenir sur l'évolution du football d'hier et d'aujourd'hui qui fait pas mal parler nos invités autour de la table. Je vous dis à tout de suite sur le sens de ce sport tant adoré. Et Yves avait déjà une petite remarque à faire. Oui, encore, toujours dans entre guillemets le professionnalisme même du foot, c'est même dans le sport, dans les agents. On se rend compte que de plus en plus, d'un point de vue statistique, on utilise quasi aux alentours de 15 à 19 variables maintenant pour vous donner la valorisation d'un joueur. Donc imaginez le nombre de facteurs que l'on prend en compte. Et la créativité, l'intelligence de jeu coûte. Et c'est celle que l'on paye. Les maillots, les t-shirts et les belles dents, c'est ce que l'on nous fait croire. Mais c'est là où Saïd et Georges ont raison. Un Diego Maradona, tu l'aurais mis avec son intelligence et sa créativité. Peut-être encore maintenant, il aurait peut-être fait mal. Un Pelé aurait peut-être pu faire mal encore. Pourquoi? Parce qu'il avait ce que beaucoup n'avaient pas à son époque, la créativité, l'intelligence de jeu. Et je pense que c'est ça qu'on paye dans le foot. Georges, est-ce que vous croyez que aujourd'hui on se dirige peut-être vers une robotisation peut-être des joueurs ou en tout cas des clubs? Quand je veux dire robotisation, c'est qu'on fait énormément appel à la science, à la technologie pour suivre que ce soit physiquement un joueur, donc savoir au niveau cardiaque, au niveau limite même les globules rouges, les globules blanches, etc. Est-ce qu'on se dirige vers ça? Ou alors c'est vraiment tout simplement parce qu'aujourd'hui les joueurs de foot sont confrontés à une cadence qu'il n'y avait pas il y a 50 ans? Non, mais de toute façon, la vie elle évolue pour tout le monde. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où tu as connu quelque chose il y a 50 ans, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. On a passé les choses. Il y a eu des paliers où on sentait vraiment des gens venant de l'extérieur. Parce que quand on voit tous les présidents qu'on a eus dans les clubs de football, c'était tous des patrons, des gens qui avaient des sociétés, des gens qui investissaient. Mais donc déjà à l'époque, l'argent faisait vivre le football, Saïd. Ce que tu viens de soulever, c'est très important. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est une machine, aujourd'hui intelligente. Mais elle est avant tout intelligente. C'est l'intelligence. Mais cette machine, il faut la développer au mieux. On fait appel aux sciences.
On fait appel à la PNL, on fait appel à la psychologie, on fait appel à la médecine, on fait appel à la physiologie, on travaille avec les psychomoteurs. Mais donc on laisse beaucoup moins de place pour le talent propre du joueur. Non, au contraire, on diminue l'imprévisible, l'improvisation, et l'instinct. La chance, aujourd'hui, n'a plus de place. On travaille tout le mieux possible, préparer le joueur, mais le rendre disponible. Le restant, c'est la communication, c'est l'intelligence avec les autres. C'est l'interaction avec les autres. C'est pas des ordinateurs qui sont posés simplement dans un lieu, c'est la liaison entre les ordinateurs et ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et ça, c'est au maximum. Quand tu prends un ordinateur, tu peux le relier avec un autre appareil. Il faut configurer. Mais après la configuration, s'il manque un driver, il faut pour qu'il communique, qu'il passe les flux, il faut qu'il soit. C'est ce que les entraîneurs aujourd'hui doivent mettre. La liaison. Or, aujourd'hui, les joueurs sont encore des électrons libres. Et c'est le malheur qu'on peut parler aujourd'hui, qui sont bloqués parce qu'au face à le ballon, il y a un bloc. Il y a des joueurs qui savent se disposer, réduire les intervalles, réduire les espaces et mettre du nombre et mettre l'agressivité. Face à ça, le ballon ne peut pas avancer. Georges, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'a dit Saïd, ou alors est-ce que vous, à votre époque, on laissait beaucoup plus d'espace à l'improvisation? Non. L'improvisation, à l'époque où moi j'ai commencé, ça c'était déjà dépassé. Ah oui, non. La personne, parce qu'elle m'a marqué énormément, Pierre Sinibaldi, nous a appris à être un professionnel. Il nous a appris à faire les choses d'une façon à ce que ce qu'on va faire en tant que sportif, c'est un métier. Il nous a fait comprendre qu'au travers de ça, on allait pouvoir se parfaire dans la vie, d'avoir des choses. Tout ça, ça nous a été éduqués d'une façon extraordinaire. Et tout le temps, je me rappelle encore une fois, Albert Rosens, qui a aussi été longtemps le président d'Anderlecht, il nous convoquait une fois par mois pour avoir avec nous une discussion footballistiquement. Et tous les jurions, les annons, les verbistes et tout ça. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ah non. J'ai l'impression qu'ils ne font plus ça, qu'il n'y a pas. Yves. Et c'est ça la différence entre les grands championnats et les championnats plus faibles, c'est que la gestion d'un club, c'est la diminution du hasard. Tu ne peux plus t'amuser à faire un mercato qui est raté, où tu penses comme un comptable. Ça rentre, ça sort. Non, les grands clubs, ils sont en train de réduire le risque et ils réagissent comme des vrais financiers. En haute finance, tu calcules comment tu diminues ton risque et comment la part d'erreur, tu la diminues. C'est la même chose. Et un joueur de foot, ça devient de plus en plus là. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, les amis, parce que voilà, on va juste prendre comme exemple l'équipe d'Anderlecht, qui est l'équipe, je pense, belge, qui a fait vivre à la Belgique de bons moments européens. Georges, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui en place, j'ai l'impression qu'il y a 50 ans, l'équipe d'Anderlecht était à son plus haut niveau. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont mis en place, j'ai l'impression que l'équipe d'Anderlecht va vers le bas. Comment expliquer ça, alors qu'aujourd'hui, la plupart de tous les championnats sont équipés de plus ou moins la même manière, mais aujourd'hui, Anderlecht n'arrive pas à rivaliser avec les plus grands européens. Donc là aussi, il y a une évolution dans le football. Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est le football belge en lui-même qui traîne? Et le football européen, donc l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie vont trop vite? Ce sont uniquement nos mentalités. Vous voulez dire quoi par mentalité? Les mentalités, c'est-à-dire savoir comprendre pourquoi les autres sont avant nous. Et réagir en fonction de ça. Et en Belgique, on ne réagit pas? On ne réagit pas. Saïd, vous qui avez été, on le rappelle, vous avez été professeur à l'Union belge de football. J'étais professeur à la fédération. Le football, il est en train d'évoluer. Il évolue. Et nous sommes en train de constater. Et il évolue positivement. Et nous, on évolue aussi? Mais celui qui n'évolue pas recule. Regardez le discours tout à l'heure de Yves. Il parle de Lewandowski qui dit « Je suis au Bayern, mais Bayern est en train de reculer. Il ne joue pas. » Oui, mais notre championnat belge recule aussi. Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? À fait. Alors que d'autres championnats explosent. Vous pensez qu'on vient ici pour critiquer? Non, on vient pas ici pour critiquer. Au contraire, nous sommes très positifs pour changer les choses. Quand je vois Anderlecht, au lieu de le jeu aujourd'hui, en Europa League, ou bien en Ligue des Champions, c'est un jeu au sol. Un jeu court, pas un jeu lent. Parce que le jeu lent, c'est un jeu hasardeux. Oui, mais pourquoi à une époque on pouvait se dire on va aller voir dans le dernier carré final et aujourd'hui on les voit plus? Quand je fais une passe de 50 mètres ou 60 mètres, de Obradovic vers c'est une passe presque perdue, 50% oui, mais perdue. Aujourd'hui, on n'est pas sur le jeu qu'emploie une équipe. Aujourd'hui, on est pourquoi une équipe comme Anderlecht qui a fait les beaux jours de la Belgique en Ligue des Champions n'arrive même pas à se qualifier pour l'Europa League des fois. On a perdu. Je travaille comme consultant dans l'industrie. On a perdu beaucoup de choses dans notre industrie. On était les meilleurs
Et on a Aujourd'hui, perdu quoi? On a perdu, par exemple, dans l'industrie du tapis, dans l'industrie du tissu, dans beaucoup d'industries, on a perdu. On a laissé les autres prendre une délocalisation. On a été à faire apprendre à d'autres nations et on a perdu ici, on a perdu de l'emploi. Et après, on s'étonne, mais parce qu'il n'y a pas une politique. Aujourd'hui, il n'y a pas une politique. Aujourd'hui, qu'on dit qu'il y a des chômeurs, non. Moi, je suis industriel. Moi, je travaille depuis 34 ans dans l'industrie. Je sais ce que cette nation qui a perdu énormément de talent. Il y avait de la recherche dans les entreprises. Il y avait la créativité dans les entreprises. Elle a perdu. Ouais. Aujourd'hui, si nos clubs ne changent pas, même la manière de jouer, elle est non conforme. Georges, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tout simplement que notre football belge à nous évolue plus rapidement ou en tout cas au même niveau que les footballs de nos voisins? Essayer de faire comprendre à ceux qui sont à la tête de chaque club que le but n'est pas pour eux, le but c'est pour toute cette génération de jeunes qui sont là. On est des parents qui sont là pour ça. Que ce soit maintenant Georges Eulens ou Paul Van Imst ou Pierre-Paul Oujac, nous sommes là pour donner un exemple, pour faire en sorte que nos enfants soient meilleurs encore. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Essayer de rendre les choses le plus vite possible à la hauteur de ce que l'on veut. Oui, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi aujourd'hui le championnat espagnol, le championnat anglais, le championnat italien, le championnat allemand va plus vite que le championnat belge. Il faut nuancer le championnat espagnol. Les deux cadors, ils ont une politique différente. Tous les 4 ans, t'es voté. C'est un business, c'est politique. Donc tous les 4 ans, tu dois t'améliorer. Oui, mais même en Belgique, tu regardes la Ligue des Champions, tu regardes le dernier carré final, il y a 3 qui viennent d'Espagne, un qui vient d'Angleterre, un qui vient d'Allemagne. Et voilà, on retrouve toujours les mêmes. Tu regardes en Allemagne, je suis désolé, ce sont des industries qui sont derrière. C'est Volkswagen, je peux te citer toutes les grosses boîtes. D'accord, mais pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'en Belgique, Georges, on ait la même chose que nos voisins? Vous l'avez très bien dit en off à l'époque d'Anderlecht. Déjà, l'investissement qui réunir la personne responsable dans tous les clubs. Ouais. L'investissement. Du rôle d'organisation sportive dans son club. Si tu parviens à faire ça, tu vas voir que ça va aller très vite. Ça veut dire quoi? Que les dirigeants de clubs ne réinvestissent pas dans leur club? Non, ils peuvent réinvestir, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On voit que certains clubs sont pris comme des sociétés, donc les investissements sont remis à chaque fois dans le club pour grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, en Belgique, nos clubs, les présidents prennent tout simplement l'argent et s'en vont? C'est un peu ça, genre. C'est un peu ça, oui. Yves, Saïd. Aujourd'hui, on ne peut pas en changer le cours des choses. Non, parce que, c'est sûr. On peut l'améliorer. Pourquoi? Parce que, oui, mais il faut par l'acte. Hier, par exemple, quand on jouait, dans les années 50-60, je jouais, on était réactif. On attendait ce que l'adversaire, quand il a le ballon, on va sur lui. Mais pas avant. Aujourd'hui, on avance. On attaque en avançant collectivement. Deuxième chose, le football va très vite. Parce qu'aujourd'hui, les innovations, les technologies, les sciences sont avec. Et c'est elles qui nous montrent aujourd'hui, quand il parle du football aujourd'hui, tout à l'heure, il parlait que les placements, le financier, les statistiques financières utilisent les variables du football, s'inspirent du FATPA. Donc, aujourd'hui, si on veut parler de l'évolution, c'est trop tard aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui mettre un bureau de recherche et se projeter dans 20 ans, dans 10 ans. Les jeunes de 10 ans qu'ils parlent, Georges, ici, ils ont 10 ans, mais ils vont jouer à quel âge? À 20 ans. Dans 10 ans, comment sera le football? Il faut se projeter comme les autres nations qui sont en avance et voir comprendre où est-ce qu'ils projettent au niveau du jeu, au niveau du joueur et au niveau de l'éducateur et de l'entraîneur. J'aimerais aussi revenir avec vous, les amis, sur un autre sujet, une autre question. Donc, on est toujours sur l'évolution de ce sport. Georges, vous en pensez quoi de l'assistance au but? Ça veut dire pour voir si la balle a vraiment franchi ou pas la ligne du but, ou alors si maintenant il y a une faute dans le rectangle, que l'arbitre puisse aller vérifier avec son 4e arbitre s'il y a faute ou pas. Est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique au football? Ça l'est dans certains sports comme au tennis, comme au rugby, ou alors est-ce que vous pensez que ça peut handicaper ce sport? Mais on est déjà occupé à le faire, mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Moi, je pense qu'on est dans le bon. Mieux voir. Est-ce que c'est obligé parce qu'aujourd'hui les enjeux sont tels et si importants qu'on ne peut pas commettre d'erreurs? Donc encore une fois, on est sur le financier, on n'est plus sur le sport. Yves. Moi, je vais appeler un chat un chat. L'erreur dans le football, moi qui viens du rugby, c'est très simple. C'est le gars qui est dans un bunker et qui analyse, qui doit te dire il y a goal ou il n'y a pas goal. Ce n'est pas le pauvre arbitre qui est sur le terrain, qui doit encore se prendre le bouillon, les canettes, les insultes, le stress pour décider. Tu sais que c'est biaisé. Mets des gens pour analyser, comme dans d'autres sports où la responsabilité n'est pas sur l'arbitre, mais de l'extérieur.
tout simplement. Ça a une réaction. C'est quand on se projette toujours dans le futur et on doit devenir la Belgique une nation du futur. On doit se projeter parce qu'on est à côté de l'Allemagne, à côté de la France, à côté de l'Angleterre, à côté de la Hollande. Donc on est là. Aujourd'hui, comment arriver d'abord au but que le ballon arrive? C'est là le problème. Parce que peut-être qu'on va enlever même les marquoirs chez nous, les 0-0. Vous me posez des problèmes, mais c'est vrai, vous allez vers le but et savoir s'il est passé. Mais elle va arriver puisqu'il y a un bloc et le ballon n'avance pas. On essaie de le lancer le plus loin possible. Allez, et attendre le deuxième ballon. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après pour clôturer cette émission. Restez bien avec nous sur le 106.8 avec nos invités déchaînés. On va se dire au revoir et on va se souhaiter une belle soirée. Mais on se retrouve d'ici quelques petites minutes après la pub. À tout de suite. La dernière ligne droite de notre émission du lundi de 18h à 20h. Nous sommes bien sûr en direct pour parler de football, mais surtout de football autrement et aussi voilà, de mettre en avant le vivre ensemble. On veut que tout le monde écoute l'émission, que tout le monde partage avec nous, qu'on soit vraiment tous ensemble pendant 2 heures. Alors Saïd, pour terminer cette émission, quel est, d'après vous, le point positif de cette évolution dans le football? C'est très bien, c'est quand on a un Martinez qui vient chez nous et qui demande, dès son arrivée, avoir un drone à l'entraînement, c'est quelqu'un qui va gérer la technologie. En résumé, c'est la technologie. Bien sûr, mais utiliser tous les moyens possibles pour améliorer notre jeu d'abord, l'intelligence de nos joueurs et collectivement être vraiment en adéquation avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Yves, voilà. D'après vous, c'est quoi le plus qui a été rajouté dans cette évolution du football? Saïd a dit la technologie. Est-ce que pour vous, la technologie l'intelligence, aussi non, pas la technologie au service de l'intelligence collective. Est-ce que pour vous, la même chose ou autre chose? Non, autre chose. Ce sera cette intelligence-là, mais dans l'investissement. 265 milliards sommeil dans les comptes belges. Pourquoi ne pas investir correctement? Et pourquoi ne pas peut-être se lancer dans le football? Pour le bien-être de la Belgique. Georges, pour vous qui avez joué au football il y a plus de 40 ans, même plus de 50 ans, on peut dire. Je suis un petit peu plus dans l'esprit de Saïd. Oui. Ouais. Donc la technologie au service de l'intelligence. Ouais. Mais voilà les amis, alors on va rester sur ça. Le point positif c'est la technologie au service de l'intelligence. J'espère que nos joueurs de foot seront de plus en plus intelligents parce que certains font peine à voir lors de certaines interviews. En tout cas voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'est tous les lundis de 18h à 20h. On va se quitter, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. En tout cas un grand merci à Yves, un grand merci à Saïd, un grand merci à Georges. Je vous laisse en compagnie et un grand merci à Sandro et alors Driss Akouz et tout simplement Ahmed Soula aussi qui permet que ce projet puisse exister. Je vous laisse en bonne compagnie sur le 106.8 avec toutes les animateurs donc présents sur la radio. N'hésitez pas à venir rejoindre Arabelle Sport et on se dit à la semaine prochaine.